typiquement dans le jeu vidéo, il faut synchroniser les joueurs entre eux, qui voient les déplacements les uns des autres. Voilà. Il faut aussi stocker de la donnée, donc, par exemple les profils des utilisateurs, leurs préférences, leurs scores ou les détails des niveaux des jeux. Puis il faut chercher dans la donnée. Il faut explorer la donnée pour chercher, pour faire des interfaces de moteurs de recherche, mais aussi de l'analytics, de l'extraction, pour ensuite en faire de la business intelligence. Et quelle que soit l'application qu'on développe, tôt ou tard on retombe un petit peu dans ce schéma-là. Ça marche dans le jeu, mais pour faire un Google Drive, ça marche aussi. Il faut synchroniser le curseur, puis il faut stocker les documents, puis il faut chercher dans les documents. Les objets connectés, il faut localiser, il faut stocker les localisations. Si on fait du chat, il faut synchroniser les messages. Si on fait du streaming live vidéo, c'est pareil. Donc on a toujours besoin de back-end. Et nous, chez Calliope, en tant que société de service, des back-end, on en a fait beaucoup. Beaucoup, et on s'est rendu compte que plus on faisait des applications, plus les interfaces se ressemblaient pas, et plus les backends se ressemblaient. Donc c'est là qu'on s'est dit, on a deux choix, soit on attend qu'un acteur américain développe un super backend as a service open source, on le prend, on l'utilise, ça n'existe pas. Pourquoi open source de suite? Open source, déjà, c'est une question d'ADN. C'est c'est dans notre culture, dans notre ADN, de croire à l'open source. On a nous-mêmes utilisé, et je pense que dans la salle, tout le monde utilise des outils open source. Ça a commencé depuis très longtemps en France, et c'est notre ADN d'utiliser ça. On y croit. On croit à la valeur d'une communauté pour contribuer. Donc, on n'a pas un modèle. On se dit, on va faire un logiciel, on va mettre une licence, et puis les gens vont l'acheter. On pense que les gens ne l'achèteront pas. On pense qu'on va d'abord diffuser notre connaissance, notre expertise et notre produit via les réseaux open source, et on trouvera bien une façon de créer de la valeur. Et je ne vais pas parler aujourd'hui de comment on va créer de la valeur, ça sera une autre histoire. Voilà. Mais on va commencer par occuper le terrain avec un outil open source de backend as a service qui n'existe actuellement pas. Et c'est sûr qu'on nous a pris pour des fous. On nous a dit ça, il faut le faire à San Francisco, en France, c'est pas possible. Comme Docker a commencé en France et est parti très vite aux États-Unis. Si, on va le faire ici. Voilà. Parce qu'on aime cette région et qu'il y a des talents. Et que si on n'a pas assez de tuyaux, on a assez de cerveau, par contre, pour faire ce genre de développement. Et voilà, et on y croit. Merci. Donc tu parlais de région, tu me fais la transition. Alors c'est vrai que il y a Katia qui va intervenir. On fera un peu plus court que les autres, mais c'est justement pour qu'on puisse échanger sur ces thématiques. Je dis ça pour que vous commenciez à préparer vos questions. On se retrouve pas sans questions comme tout à l'heure. Et donc en fait, on parlait de région. Alors c'est vrai que la région était, je dis bien était, plutôt identifiée comme une région assez forte dans les universités, les laboratoires, le tourisme, le vin, etc. Et c'est vrai que ces dernières années, on découvre, il y a des événements comme la French Tech un peu plus forts qui nous permettent de découvrir. Alors nous, on est dans le milieu, donc on ne le découvre pas, mais aux yeux de tout le monde, cet écosystème numérique. Aujourd'hui, on voit à travers la salle, parce que souvent les personnes sont actives dans le numérique, à travers les intervenants, qu'il y a un écosystème fort autour du numérique. Donc toi, Katia, qui par ta société d'abord et puis par tes différentes casquettes, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu ce tableau du numérique et surtout pourquoi et comment cet écosystème évolue? Alors effectivement, on a une dynamique. Je sais pas, vous m'entendez ou pas? Oui. Ok. Waouh, faut être vraiment. Ok. C'est pour ça en fait. Mais ça marche pas. Là, ça fait une petite sensation de. Donc en gros, effectivement, on a une dynamique en fait qui est très forte, une dynamique entrepreneuriale, une dynamique de la culture en fait, de la collaboration, qui est différente notamment en fait à Montpellier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 1300 entreprises aujourd'hui dans le domaine du numérique. Ça correspond en moyenne à peu près 18 000 emplois qui ont été créés. Et un petit peu la donnée qui est forte, c'est de se dire qu'il y a 120 entreprises qui se créent en fait chaque année sur Montpellier, enfin en tout cas dans la région. Et ces 120, moi j'ai envie de dire, c'est une aventure assez folle parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement 120 personnes, voire 240 personnes, parce qu'on est souvent des cofondateurs, qui ont envie de changer le monde et qui y croient qu'ils vont pouvoir y contribuer. Alors comment, moi je me suis posé la question dans le cadre de cette intervention, comment est-ce que justement la région arrive à générer, ou en tout cas à donner envie à toutes ces personnes en fait de s'investir et de croire que eux aussi peuvent créer une entreprise. Il y a avant tout beaucoup de success stories. Et je tiens en fait à nommer quelques entreprises. 1001 Pharma qui vient de faire une levée de 8 millions d'euros. TIDS, Matuma, CompuFirst, Aquafadas, Pradeo, Spotter.
Fruition Science, Telme Plus, Evalengo, Expernova, Virdis, Napkin, Comwatt, Medtech, Imaios, Intrasense, RG System, Sinox, Private Sport Shop, Chèque Santé, Netia, etc., etc. Et j'y crois qu'il y a beaucoup de nouveaux talents qui sont en train d'arriver. Je citerai Plouche, par exemple, qui en ce moment on les voit partout. Je vais citer Sherpa, je vais citer HTTPCS, Services You, Open My Trip, Pousse un voyageur, Il était un fruit à ma place, etc. Tout ça pour vous montrer en fait que il y a effectivement une culture qui était hyper importante avant, avec des personnes qui ont cru, qui ont osé prendre des risques, qui ont généré effectivement des carrières je suis persuadée qu'après Plouche, il y en aura encore bien d'autres. Alors comment est-ce qu'on arrive à... Ouais, Plouche, je suis désolée, mais moi, j'ai cherché en fait à voir comment est-ce que c'était Plouche. Enfin, je me suis posé une question sur le nom. On en parle. Et je me suis dit en fait comment est-ce qu'on arrive justement à créer cette dynamique entrepreneuriale. Et c'est là où en fait on a vu qu'il y a bon nombre de start-up events qui sont créés, notamment avec Pierre Alzingre, qui a créé la Start-up est dans le pré, qui a co-créé la Start-up lycée, etc. La Start-up comédie et j'en passe. Mais il y a également en fait le Startup Weekend de Montpellier qui est beaucoup référencé au niveau national. Et au-delà de ça, il y a une vraie volonté par les entrepreneurs qui ont réussi de s'investir, de s'impliquer et justement de faire en sorte qu'il n'y a plus les mêmes difficultés, en tout cas pour la nouvelle génération. Et là, je vais citer Stéphane Marcel de SMAG, Christophe Carniel de Vogo. Enfin voilà, il y en a tellement que c'est un peu compliqué de citer tout le monde, mais il y a également en fait tout un écosystème qui s'est structuré, qui s'est fédéré. On le voit avec l'association Tipeee, avec French House Digital qui s'est constituée. On le voit également par les incubateurs, où aujourd'hui avec le réseau Ciner Sud, ils ont suffisamment réussi à se mobiliser, à se fédérer pour que des talents comme le BIC puissent être reconnus au niveau international. Et c'est par toutes ces actions que petit à petit, il y a une véritable culture en fait de l'entrepreneuriat qui se matérialise. Et au-delà de ça, j'ai envie de terminer pour faire un petit big up pour toutes les femmes entrepreneuses qui osent s'investir et qui s'engagent. Et je vais citer quelques femmes. Pas tout le monde, promis. Mais il y a Claudia Zimmer d'Aquafadas. Il y a forcément... Il y a la personne en fait de Felcon, je me souviens plus de son prénom. Il y a Rachel Delacour de BIM, Magali Boisseau-Bessride de Bidi Casa. Il y a Open My Trip, My Expert Team, Giovina, Solage, À ma place, Namae Concept, Marie Lorvis, Cécile Courtet, Isabelle Bloom, etc. Tout ça pour dire que c'est tous ces talents-là qui se sont mobilisés à un moment donné, qui ont porté un autre discours, qui ont porté un autre message et qui ont permis en fait de croire dans un nouvel avenir. Voilà. Merci Katia. Donc on avait pour objectif de clôturer avec les 4-5 raisons de l'implantation dans le sud de la France. Bon, finalement on va pas le faire. Pour plusieurs raisons. Les raisons vont revenir, il y a déjà eu 2 tours de table et là en plus Katia vient de commencer à aborder tout ce qui est mis en place en région pour accueillir et pour faire démarrer les sociétés. Donc je crois qu'on est très fort en résumé sur l'amorçage. On a investi dans l'innovation à travers des personnes comme Fresh qui ont investi très tôt dans l'innovation. Donc on est très fort dans l'amorçage, on a de beaux outils, on a cité les normes, mais des possibilités comme Créalia, comme le BIC, comme des aides régionales. Enfin, on a vraiment tout un écosystème et des outils qui nous permettent d'amorcer. Moi je pense que l'enjeu aujourd'hui, il se situe plus dans le développement. Et on le voit là d'ailleurs, on voit qu'on a des talents sur place et quand on voit les raisons du coup pour rester ici, on est tous d'accord, et certains l'ont abordé tout à l'heure, c'est qu'on est bien ici, il fait bon vivre, il y a le soleil, etc. Et on se dit, oula, c'est pas une raison suffisante. Ben moi, je crois que si, finalement. Je crois qu'on est bien ici, plein de monde pourrait vivre ailleurs, et les gens disent, moi, j'ai envie de rester ici. À la limite, la raison, on s'en moque. On a les talents, on a les entreprises qui se créent, on a une volonté de ces gens-là d'être des acteurs majeurs à l'international et de vivre ici. À nous, je crois, et à tout le monde, à l'écosystème, aux politiques, tu as parlé tout à l'heure, de mettre en place les moyens techniques, financiers, pour permettre à ces sociétés de se développer ici en région. Voilà un petit peu le résumé, donc j'espère que ça résume. Si vous voulez du coup rajouter un mot.
Pour ma part, en fait, je pense qu'il y a, c'est aussi parce que justement on est actif et que on fait, enfin voilà, si je prends des actions comme Big Four Startup, qui permet en fait de créer de l'accélération, ou des accélérateurs comme IBM qui s'engagent ou Dell, c'est justement aussi ce côté-là où c'est qu'on n'attend pas juste les politiques pour créer nos développements. Je pense que oui, il y a un manque en fait d'accélérateurs pour nos entreprises, en tout cas pour donner ce coup d'accélération et des investisseurs. Donc appel aux investisseurs, vous êtes tous les bienvenus. Mais je crois qu'il y a aussi un vrai phénomène, c'est que on n'attend plus en fait que les choses se passent. Et enfin voilà, on l'a tous vécu. On s'engage tous pour qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Enfin, moi, j'y crois beaucoup et c'est le résumé un petit peu de ce qui se passe avec la French Tech, en tous les cas. Chris ? Enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est, concernant les politiques, j'ai un peu tapé dessus tout à l'heure, mais je pense qu'ils sont pas, malheureusement, pas conscients de cette situation et de ces problèmes de connectivité et de ces besoins qu'on peut avoir en termes de connectivité, en termes de maillage sur nos territoires. Je pense qu'il y a besoin de remonter une information à ce niveau-là par rapport à ça. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de parler aussi de manière plus globale. On est forcément plus attendu, on se voit dans notre petit microsystème, mais souvent on a besoin de se regrouper pour porter une voix plus forte. Manu, tu veux dire un mot ? Non, je veux savoir s'il y a des questions. Bah ouais, c'est intéressant d'avoir des questions. Ah, il avait préparé. Oui, bonjour. Frédéric Favre, agence Invest Sud de France, donc l'agence de développement régional. Donc je suis particulièrement sensible au sujet de l'attractivité. Donc les points d'attractivité, vous les avez soulignés avec qualité. Hein, c'est surtout la capacité à recruter des talents, les garder, les formations, le faible turnover aussi qui est important par rapport à des activités qui réclament de la stabilité comme le développement, la R&D. Ça peut être le dynamisme de l'écosystème numérique, la localisation, je relativiserai plus, mais quand même, on est bien placé dans le sud de l'Europe. Et il y a aussi des bonnes infrastructures. Et le cloud et les connectivités réseau fait partie des infrastructures. Donc moi, je fais un constat aujourd'hui, c'est que une large partie des données consommées par les acteurs dans la région sont hébergées hors région. Bon, ça, c'est un peu partout en France, mis à part peut-être l'Île-de-France. Je vous poserai une question peut-être à tous, c'est où hébergez-vous vos données aujourd'hui? Ça, c'est une question simple. Mais le constat, c'est que même les plus gros opérateurs publics de la région, je ne les cite pas individuellement, mais la plupart hébergent leurs données en dehors de la région. Et il y a un moyen simple qui a été utilisé récemment dans un appel d'offres à Lyon, si je me souviens bien, c'est de donner dans le cahier des charges des éléments simples et techniques tels que le temps de réponse serveur, c'est-à-dire le ping. Vous donnez un temps de réponse serveur sur certains types d'applications, ça marche. Et ça contraint dans certains cas quand même à localiser les serveurs pas trop loin de l'endroit où les données sont utilisées. Et après, il y a certains types d'applications, je dirais critiques aujourd'hui ou qui montent en puissance, comme le Smart City, où les données seront consommées localement, les données locales seront consommées localement. Après, il y a des données de santé aussi, où il y a des enjeux réglementaires, mais qui sont quand même liés, il y a un caractère régional. En fait, c'était plus une remarque, mais je veux dire, si on interroge les gens dans la salle aujourd'hui pour leur demander où sont hébergées leur santé, dans les startups à Montpellier, je ne crois pas me tromper, il y a quand même un bon pourcentage qui sont chez OVH ou chez d'autres fournisseurs de ce type-là. Quand il y a besoin plus critique, effectivement, on est chez Softlayer, si on est dans du B2B ou c'est sur des exigences plus fortes. Voilà. Mes données et mes serveurs sont stockés et hébergés en région parisienne pour des raisons de bande passante. Et j'ai besoin d'une grosse consommation j'ai une grosse consommation de bande passante et pour obtenir ma consommation, j'ai trouvé qu'en région parisienne. Voilà. Alors pour ma part, je travaille avec Zayo sur des hébergements de données entre Toulouse et Montpellier, data center à Toulouse et à Montpellier. J'utilise Amazon quand c'est besoin de big data pour de la haute dispo, donc d'accès aux données. Je travaille avec Softlayer sur donc des Il est partout.
Ceux qui m'apportent les affaires, donc Orange m'apporte des affaires, donc je suis obligé d'en mettre dans Flexible, et c'est ça, après je vais dans l'énergie aussi. Donc je bouffe à tous les râteliers. Donc... Moi, pour ma part, c'est Oster et c'est à Sophia Antipolis. Il y a une duplication à Paris et en Suisse. Moi, il faut préciser que j'ai quasiment pas de clients locaux, donc la proximité géographique s'applique plutôt avec Paris. C'est les cerveaux qui sont ici, mais les clients sont à Paris, quoi. Et donc c'est hébergé à Paris, puis aussi sur Amazon. Maintenant, moi, je vous pose la question à tous. Où est-ce que vous êtes hébergés? Levez la main ceux qui hébergent les données en région. Oui. Allez, Ouais, mais c'est les hébergeurs qui veulent, hein, donc ça va pas. Quoi. forcément, les hébergeurs, ils lèvent la main. Si vous n'êtes pas hébergeur, vous ne levez pas la main. En général, est-ce que vous savez évaluer le montant du chiffre d'affaires qu'implique l'utilisation des services type du stockage, du streaming, etc. par rapport à vos produits? Je n'ai pas compris la question. Enfin, le pourcentage de chiffre d'affaires que ça représente. Frédéric Vanmer de Silken. Donc voilà, en fait, par rapport aux différents services que vous proposez, toute la partie infrastructure, vous avez besoin, donc serveur, streaming, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça représente comme pourcentage du chiffre d'affaires? Ça nous coûte, en fait. Le coût, hein. Moi, je peux te répondre. Moi, j'ai un business model à peu près, environ, à 1 euro par mois le device. Si je vends un device à 1 euro par mois, j'ai 0,14 centimes d'euros de coût d'infra, pur, en cloud. Et j'ai 0,18 avec les services associés, parce qu'en plus de mes services, il y a de l'alerte SMS, il y a des services que je consomme. Donc voilà, ça fait à peu près 0,18 pour un, donc 18%. Infra plus service, et 14% de service. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Et pour moi, je suis à 0,20. Moi, je suis à 10%. À peu près. Pourquoi cette question? T'as étudié le truc? Non, mais c'est par rapport au coût justement que peut représenter des services comme Amazon, par exemple, sur du streaming de data. Où en fait, ça peut monter assez vite, quoi. Donc, ça dépend. Voilà, si c'est du jeu vidéo, par exemple, en ligne, ben, faut vendre le jeu vidéo assez cher, au bout du compte. Là, tu vas parler de monétisation, finalement. C'est-à-dire que Oui, la valeur du produit. L'infrastructure par rapport à ce que tu vas vendre comme service derrière. Tout à fait. Ouais, mais C'est une large question. Ouais, mais il a raison, le modèle change. Alors, on achetait un serveur, on vendait un serveur chez le client, on Viens savait nous voir qu'on après, on achetait. fera un devis. Pardon? Viens nous voir après, on fera un devis. D'autres questions? Ça sent l'apéro. Ah, Philippe, il retarde l'apéro, Philippe. Merci. Bonjour, Philippe Boissier, directeur commercial de Zayo France. Moi, je voulais juste lancer un petit appel. Là, j'ai entendu qu'il n'y avait pas assez de tuyaux, pas assez de bandes passantes dans la région. Je vais faire un test, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la semaine, si vous avez problématique de bande passante, on vous fait les mêmes prix qu'à Paris. Voilà, ça c'est fait, voire moins cher. Et après, on verra s'il y a vraiment des problèmes de tuyaux et d'infrastructure. Je relève le défi. Voilà. C'est la Cloud Week, hein, et puis business dans le sud, alors on va aller jusqu'au bout. Est-ce que je peux profiter de la promo ou pas? C'est une promo qui est ouverte jusqu'à la fin de la semaine. toute la table ou... Philippe, tu as quelle bande passante, toi, ici? Je prends bien la promo. Aujourd'hui, on a 40 gigas qui sortent du data center de Montpellier. On peut l'upgrader s'il y a besoin, sachant qu'aujourd'hui, on est sur une console de 10 gigas. C'est un 40 gigas mutualisé ou c'est un 40 gigas per user? Il y a 40 gigas, il n'y en a que 10 qui sont utilisés. Donc aujourd'hui, on manque de consommateurs pour remplir les tuyaux. On va se voir, alors je vais venir consommer chez toi. C'est un comble. Je pense que le BIC, en fait, on aura peut-être besoin. Je vais venir te voir, je vais venir consommer. Ici, là, tu peux me parler un peu du débit que vous avez? Non, on communique jamais là-dessus parce que c'est des informations confidentielles. Par contre, on a de la dark fiber. Donc, on a nos propres réseaux qui vont de part et d'autre de la France pour aller jusqu'à Paris, puisqu'on a 2 chemins redondants. Donc voilà, dark fiber veut dire débit important. Être utilisé par les entreprises locales. Il est utilisé par les entreprises qui sont nos clients et qui sont au-dessus de nos têtes.
est exclusivement utilisé par ça. C'est pas de la bande passante mutualisée avec un trafic internet ou toute autre chose, et c'est un trafic qui est sécurisé aussi. Donc pour nos propres besoins, on a construit ce réseau.